Comme si aujourd'hui l'émotion ou le sentiment d'offense s'était substitué au désir de changer le monde et même à la rationalité. Aux Lumières s'oppose donc désormais un mouvement qui le conteste et qu'on appelle les anti-Lumières. Elle conteste radicalement le progrès et sont fondées sur la haine de la révolution en général, des révoltes. Mais grâce aux technologies modernes, dont souvent ils rejettent le principe, ces mouvements anti-lumière, ces mouvements très réactionnaires, ont aussi acquis les moyens de diffuser massivement leurs thèses, donc ils s'en servent. Ils refusent l'idée même de progrès pour ancrer le sujet et les peuples dans un terroir immuable. Par exemple, à l'ère de notre société standardisée du marché, à l'ère du capitalisme post-industriel et quasi immatériel, centré sur la quête infinie du plaisir, l'individu est certainement roi, mais il est un roi qui n'a plus de relation sacrée avec Dieu, ni avec un maître, ni avec une quelconque figure d'autorité qui serait positive. S'il n'y prend pas garde, sa toute-puissance risque de n'être qu'une illusion, oscillant entre démesure et déchéance. Car sans attache à un ordre souverain, fût-il toujours défaillant, sans attache à la loi, l'individu perd sa liberté pour devenir une marchandise condamnée à la consommation du sexe, c'est-à-dire à une pornographie non transgressive. Et de même, il peut croire, grâce au progrès infini de la chirurgie, qu'il deviendra le maître absolu de son corps biologique, ce qui ne se fera jamais, et on le sait. C'est la question de ces métamorphoses que je me suis posée dans mon dernier livre sur les assignations et les dérives identitaires. Mais je m'aperçois, avec le sujet proposé par Fronteras, que finalement, nous nous posons tous les mêmes questions. Lorsque je l'ai écrit, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il recouvre une telle actualité. Et je ne pensais pas qu'il puisse avoir une telle réception, contradictoire d'ailleurs, puisque c'était à ce moment-là que ces problématiques déjà anciennes avaient surgi dans l'espace public, aussi bien sur la question de la race que sur celle du genre. Et je me suis trouvée en pleine épidémie de Covid entre deux extrémismes. Les fanatiques, qui se pensent sincèrement progressistes d'extrême gauche, en brocardant la toute-puissance réelle, par exemple, de la science, des laboratoires pharmaceutiques, et de l'autre côté, les réactionnaires, qui refusent l'idée même de changement. D'un côté comme de l'autre, je pense qu'il faut, dans des périodes troublées comme les nôtres, avec mondialisation, danger de dictature, critiquer toutes les formes d'extrémisme. Ni attitude rétrograde, consistant à s'opposer à tout, ni aventurisme forcené, tout accepter aveuglément en se croyant libre et émancipé. Ces deux extrémismes favorisent de facto la montée en puissance de l'extrême droite. Ainsi que la thèse, par exemple, du grand remplacement que vous commencez à connaître, qui a été inventée en France et reprise à l'échelle planétaire, et elle avait été inventée donc par l'écrivain Renaud Camus. Elle a été adoptée par les extrémistes de la droite, désormais convaincus que des hordes de barbares, islamistes, noirs, indiens, transgenres, homosexuels vont détruire la famille, la patrie, le patriarcat. Ils forment une nébuleuse de groupes, existent partout dans le monde et se réclament d'une idéologie de la souche, de l'origine, de la pureté raciale, nationaux-populistes, néo-réactionnaires, et ils ne sont pas devenus identitaristes comme leurs ennemis. Ils n'ont pas dérivé. Ils sont habités depuis le début par un projet de ségrégation dont ils sont les héritiers et qui a proliféré à la fin du XIXe siècle. Ils ont en commun une volonté de contre-révolution mondiale fondée sur le rejet des élites, du savoir, de l'université, de ce qu'ils appellent le système, et surtout, bien sûr, de la démocratie, en tant qu'elle ne permettrait plus, à leurs yeux, de représenter le vrai peuple. Dominés par la pulsion de mort, ils visent toujours la destruction de l'autre
et leurs appels à la guerre nourrissent les folies de prophètes meurtriers. Très divisés entre eux, mais sans être vraiment conservateurs des vraies traditions, ils s'en prennent pêle-mêle à la tyrannie de la repentance, aux islamo-gauchismes, au politiquement correct. Et surtout, ils invoquent une décadence d'un Occident blanc, chrétien, grec, orthodoxe, patriarcalo-hétérosexuel, mais aussi désormais laïque et républicain, dont ils fantasment qu'il sera remplacé à brève échéance par des barbares, genrés, colorés, métissés, tribalisés, délinquants, salafisés, sans foi ni loi. Et ils cultivent souvent un récit national grandiloquent et falsifié. Ils ne dérivent pas, ils répètent depuis toujours le même discours qui avait triomphé à la fin du XIXe siècle. Ces idées sont incarnées aujourd'hui par des dictateurs, mais aussi par des élus des pays démocratiques, hélas.